Il arrive aussi, il a pas, c'est bon. Dans 2 minutes, je peux commencer. Allez. Du coup, moi je suis le docteur Youssef Zarouf, je suis PH en radiologie et plus précisément en radiologie interventionnelle au service d'imagerie ici à Mondor. Et on va parler aujourd'hui de la prise en charge des embolies pulmonaires en radiologie interventionnelle. Du coup, déjà, les embolies pulmonaires, c'est pas quelque chose de banal, c'est pas quelque chose de rare. C'est 100 000 à 200 000 cas aux États-Unis. Souvent, les grandes études qu'on va voir, c'est effectivement toutes aux États-Unis, parce que c'est là-bas qu'il y a les études les plus fiables. Les symptômes peuvent être variables, on ne va pas trop revenir sur ça. La majorité est à faible risque et l'anticoagulation simple est amplement suffisante. Ça reste quand même la troisième cause de mortalité cardiovasculaire et la première cause de mort évitable en intra-hospitalier. Ça veut dire quelque chose qui survient en intra-hospitalier et qui, si on entreprend le traitement adéquat, on évite vraiment la mortalité. Le principe du traitement, comme dans le cadre des infarctus du myocarde et des AVC, c'est de rétablir le flux artériel. Mais là, à la différence des infarctus du myocarde et de l'AVC, c'est pas pour sauver le parenchyme qu'il y a derrière, c'est surtout de relever la pression qu'il y a sur les cavités cardiaques droites. Le parenchyme pulmonaire qu'il y a derrière, souvent, au final, il n'est pas aussi infarci que ça. Au long cours, c'est une autre histoire, mais là, au moment même, c'est pas ça ce qui pose problème. Ce qui pose vraiment problème, c'est le choc droit. Et du coup, diminuer la post-charge du ventricule droit. Les traitements en interventionnel, à la différence d'une fibrinolyse systémique, qui est pratiquement le traitement qu'on peut entreprendre dans les cas graves, ne présentent pas de risque d'hémorragie majeure. C'est un peu surtout ça. Les limitations scientifiques concernant ces traitements, que ce soit de la thrombectomie ou autre, c'est que les preuves scientifiques sont limitées. Pourquoi? Parce que les études qu'il y a qui sont publiées sont des études comparatives, mais ne comparent pas euh, cette méthode à une autre, ne compare pas ces méthodes de radiologie interventionnelle entre elles. Et du coup, on a des essais qui sont là pour comparer la mortalité, mais pour étudier la mortalité, la survie, les complications sur le long terme, même 5 ans après, mais sans comparer directement à une autre méthode ou à traitement standard. L'efficacité en elle-même au long terme, quand on parle surtout de la fonction pulmonaire et pratiquement pas de supériorité. Au final, l'anticoagulation seule, lorsqu'elle est faite comme il faut, atteint le même objectif au long terme. Ça veut dire les gens qui vont finir pratiquement avec une HTAP ou qui vont se voir en train de se faire dilater les artères pulmonaires, eux, pratiquement, ils vont toujours l'avoir. On ne sait pas trop encore pour le moment le recul qu'il y aura sur ces techniques parce que ces techniques n'existent pas depuis trop longtemps. Les preuves scientifiques solides sont récentes. Solides, c'est juste que c'est des études prospectives qui sont bien faites, mais encore, elles ne sont pas comparatives. Et du coup, il y a en gros surtout 3 études. Il y en a plein en cours actuellement aux États-Unis toutes. En 2018, c'était sur des cathés de fibrinolyse in situ, ce qui est assez intéressant dans certains cas qu'on va parler. En 2019, l'étude FLAIR, c'est la thrombectomie mécanique avec le dispositif Inari. Et Extract PI, c'est en 2021, c'est avec le dispositif, pareil, de la thrombectomie mécanique, mais Penumbra. À savoir qu'on a tous ces dispositifs ici à Mondor et qu'on sait les utiliser. Ces études démontrent l'efficacité à court terme des techniques interventionnelles. Et du coup, il y a d'autres études qui sont en cours d'inclusion et en cours surtout aux États-Unis. En gros, l'étude Optalis, par exemple, ce qui est une étude, comme vous voyez, que sur 100 patients, qui va comparer différents groupes de patients qui sont pratiquement dans la même présentation, sauf ceux qui ont été exclus, et pour comparer seulement, effectivement, juste la dose qu'on va délivrer de fibrinolytique in situ.
C'est pratiquement ça plus qu'autre chose qui est comparé entre les différents groupes. Il n'y a pas de comparaison à une autre technique ni à la fibrinolyse systémique. Ils vont évaluer surtout le risque hémorragique, l'efficacité et les risques à 30 jours. Ils ont exclu les patients où il y avait une embolie que d'un seul côté ou qui ont eu des fibrinolyses systémiques avec. Et ça démontre effectivement l'efficacité chez ces patients, à savoir que c'était des patients qui étaient en risque intermédiaire. Parce que la fibrinolyse, on va le voir tout à l'heure, sur les cathés de fibrinolyse, contrairement à la fibrinolyse systémique, c'est comme ceux qui ont vu peut-être, je ne sais pas, en salle de réveil, les fibrinolyses de membres inférieurs, c'est une infusion de fibrinolytique qui se fait pratiquement sur au moins 12 heures. Ce n'est pas quelque chose qui va avoir qui va relever la tension sur le ventricule droit d'une façon efficace tout de suite après l'intervention. Au contraire. Du coup, c'est plutôt on va trier ces patients et les patients qui sont plus éligibles à ces cathéters de fibrinolyse, ça va être plutôt les risques intermédiaires hauts ou les risques intermédiaires qui tolèrent mal. Voilà. Euh, Pas de complications majeures. Le reste des patients, il y en a eu quand même, hein, 4 patients ont eu des hémorragies graves, soit un surdosage, soit une anomalie sous-jacente qui n'était non connue. Un décès, 7 hémorragies significatives mais non graves. Ça a été démontré dans toutes les fibrinolyses in situ, déjà ça c'est connu, que la dose délivrée de fibrinolytique est pratiquement 10 fois moins que ce qu'on mettrait en systémique pour la même indication. Et du coup, le risque hémorragique est très, très diminué. Relativement, il est de l'ordre de 2 à 5%, dépendamment des études, alors qu'une fibrinolyse systémique, c'est beaucoup plus que ça. L'étude FLAIR, c'est une étude aussi sur les risques intermédiaires. Ça, c'est de la thrombectomie mécanique. Seulement sur 106 patients, c'est des patients, du coup, ce qui est intéressant, c'est de l'anesthésie locale. 41% des patients, donc pratiquement la moitié, ne sont même pas passés en réa. C'était des patients qui sont restés en salle. Un séjour moyen en réa de 1,1 jour et demi, une intervention de 1 heure et demie. Et surtout, ce qu'on va regarder sur toutes les thrombectomies mécaniques, ça va être un peu notre critère de réussite, c'est la réduction du rapport ventricule droit sur ventricule gauche. Parce que c'est effectivement ça ce qui signe un peu la réduction de la tension sur le ventricule droit. 4 patients avec des événements indésirables majeurs, un saignement actif sur un trauma artériel, 2 migrations de thrombie avec des détresses respiratoires aiguës dans les suites, une fibrillation ventriculaire avec choc cardiogénique. À savoir parce qu'effectivement, dans l'étude FLAIR, c'est le dispositif Inari. Le dispositif Inari est un dispositif de très large calibre. Le plus petit KT qui existe, c'est du 16 French. Le plus grand de 24 French. Ils sont préconisés à être 24 French dans le tronc de l'artère pulmonaire et les branches principales, 20 French dans les branches lobaires, 16 French dans les branches qui sont plus petites. Et du coup, ce passage, souvent, nous, tu as l'anesthésiste ou le réanimateur à côté qui me dit, vous faites quoi? Parce qu'en fait, dès qu'on passe à travers le ventricule droit, il y a souvent des changements ECG assez importants, que ce soit juste des extrasystoles, voire même plus. Et du coup, il y a ces fibrillations. Migration de thrombie, ça c'est pratiquement dans tous les dispositifs, dans tout ce qu'on peut faire en interventionnel, ce risque existe. Le saignement actif et le trauma artériel, effectivement, c'est sur la rigidité et le calibre du matériel plutôt. Du coup, c'est ce qu'on voit en comparant à 48 heures le rapport ventricule droit sur ventricule gauche, à savoir que ce rapport, le seuil est de 1,1 en comparant sur une même coupe le calibre du ventricule droit sur le ventricule gauche. On va voir tout ça après encore. Et cette réduction, on voit qu'elle est significative après 48 heures, alors qu'elle est ce qui est attendu pratiquement avec l'héparine seule n'a rien à voir. Ça, c'est le dispositif. Je mets autorisé, je pense. Je sais pas c'est qui. Euh, du coup, ça, c'est l'autre étude aussi de la thrombectomie mécanique qui retrouve pratiquement la même chose, alors que c'est un dispositif qui est plus petit, de plus petit calibre. C'est un dispositif qui, lui, c'est le Penumbra, qui
Pareil, on les a. Pareil, c'est de la thrombectomie mécanique. Et par contre, le calibre des KT, c'est le plus là disponible en Europe, c'est 7 et 12 French seulement, comparé à 16, 20 et 24 chez Inari. À savoir qu'il y a un nouveau qui est maintenant déjà en utilisation aux États-Unis, qui est de 16 French et qui est fait pour les embolies pulmonaires en gros. Alors que les autres, à la base, sont aussi utilisés pour les thrombectomies veineuses périphériques ou même artérielles pour le 7 French. Du coup, tout se joue, en fait, tout se joue, et ça, c'est ce qui a été vraiment démontré dans les études, qui réduit la morbimortalité, c'est ce qu'on appelle le PERT en anglais, Pulmonary Embolus Response Team. Ça veut dire que c'est un travail d'équipe qui se fait souvent entre radiologues, chirurgiens, pneumo et réanimateurs, avec le réanimateur souvent en mode de chef d'orchestre qui va effectivement gérer le patient et dire qu'est-ce qu'on va faire chez ce patient. Et ça a été démontré que dans les centres où la procédure de prise en charge des embolies pulmonaires est bien gérée et genre, il y a un circuit avec une équipe comme ça, il y a une réduction de la morbimortalité et il y a une prise en charge plus rapide de ces patients. Tout se base surtout sur la classification de la Société européenne de cardiologie, qu'on va voir aussi dans un mode un peu plus simplifié, que vous connaissez probablement plus que moi, qui en gros classe en trois grandes catégories avec le risque intermédiaire divisé en deux. Du coup, le haut risque, c'est surtout du coup une embolie pulmonaire massive avec un choc à part un choc non arythmique ou un arrêt cardiovasculaire, et, des signes de défaillance cardiaque droite et des signes biologiques aussi de défaillance cardiaque. Le risque intermédiaire, c'est le PESI score là qui est plus que 1. Il est divisé en haut risque ou bas risque. Le haut risque étant une dysfonction biologique, du coup les marqueurs biologiques qu'on a, et radiologique, ça veut dire que ce soit à l'écho ou au scanner. Avec le ventricule droit, le septum qui bombe à gauche, la majoration de l'index VD sur VG. Et le faible risque, ça, c'est pratiquement pas de notre sujet de discussion aujourd'hui, qui pratiquement n'a besoin que de l'anticoagulation efficace. Le score PESI, du coup, surtout on va voir le score simplifié, l'autre étant beaucoup plus compliqué, avec, comme vous voyez, c'est surtout du coup l'âge, s'il y a des antécédents de néoplasie, s'il y a maintenant une insuffisance cardiaque, une tachycardie, une hypotension et une désaturation. On va voir qu'à partir de 1, on est déjà pratiquement du coup dans le classe 3 du PESI original, et du coup qui place le patient en risque intermédiaire. Du coup, les autres facteurs qu'il faut prendre en considération, il y a les contre-indications à la fibrinolyse, qui est très important, que ce soit une fibrinolyse systémique ou in situ. Ça ne veut pas dire que quand on fait in situ, qu'il faut négliger les contre-indications à la fibrinolyse, parce qu'effectivement, il y a quand même un passage systémique et le risque hémorragique existe. La localisation du thrombus, il y a même un score qui a été développé en Suisse par un radiologue pour pas juste la localisation, mais ce qu'on appelle le burden, ça veut dire la charge de thrombus, mais il n'y a pas vraiment eu de, de, de prise en charge différente qui en découle, du coup personne vraiment ne l'utilise. Des signes de chronicité, ça veut dire si le thrombus est devenu marginal plutôt, s'il y a déjà de l'infarcissement, etc. Et le score de Bova, lui, il y a plusieurs études qui le valident, surtout des études qui sont faites par lui, mais bon, surtout c'est de l'intérêt dans les risques intermédiaires pour un peu sélectionner quels patients des risques intermédiaires éventuellement traités. Ça, c'est le score de Bova qui repose sur ces 4 points, avec du coup la tension systolique, moins que 90, du coup on passe à 2 points, elle est trop élevée, la dysfonction du ventricule droit et une tachycardie. Ça classe les patients du coup en 3 catégories et ça a été démontré que au long terme, effectivement, le taux de complication est, comme prédit par le score ici et comme ce qui est observé chez les patients, qui sont pratiquement superposables dépendamment des différentes catégories. Du coup, en gros, les indications de prise en charge en radiologie interventionnelle ou du moins invasive d'une embolie pulmonaire,
c'est les patients à haut risque ou dans le risque intermédiaire haut. Le traitement consiste bien sûr à hospitaliser le patient, une anticoagulation efficace, un traitement de support pour la ventilation, l'oxygénation, etc., voire arriver jusqu'à l'ECMO. Du coup, c'est de la prise en charge et prévention du choc cardiogénique droit. Seule l'anticoagulation est démontrée efficace dans la prévention de l'HTAP. Ça, c'est pour les études au long terme, c'est un peu encore juste par le fait que les études scientifiques de nos jours sont assez diversifiées, sans gros PHRC qui étaient faits et qui montrent ça. On n'est plus sur les études d'avant qui savaient regrouper les patients et standardiser les patients pour en sortir des vraies données scientifiques. Pas de supériorité au long terme du reste des techniques. Du coup, en aigu, un patient instable, il faut prendre en charge le cœur pulmonaire aigu. La férinolyse systémique, du coup, ça c'est pour résumer, va être réservée aux cas instables, genre même non transportables, et qui ne présente pas de risque hémorragique. L'embolectomie chirurgicale est devenue pas obsolète, mais vraiment dernier recours de nos jours avec une morbimortalité très élevée. La fibrinolyse in situ, c'est ce on en a parlé tout à l'heure, c'est que son efficacité est progressive. En lisant le caillot, on risque de fragmenter et que ça parte dans les territoires d'aval, mais puisqu'il y a du fibrinolytique qui est toujours largué, souvent, c'est ce qui part en aval et au final lisé aussi. La thrombectomie mécanique a de plus en plus sa place dans les équipes dédiées et avec plein d'études même en cours. Et par exemple, à Georges Pompidou, à l'HEGP, ils prennent déjà en charge des risques intermédiaires, même bas, en thrombectomie mécanique pour essayer de voir au long terme s'il y a moins de risques d'HTAP. En gros, ça c'est la classification de l'ESC et pratiquement c'est le sommet de la pyramide auquel on va plutôt s'intéresser. L'historique, en vrai, la prise en charge en interventionnel des embolies pulmonaires remonte à assez longtemps. On a commencé par les filtres caves, ça date des années 70, puis même un cathé de thrombectomie dans les années 74. Mais après, au final, avec tout ce qu'il y a eu avec la fibrinolyse systémique, etc., ça a été oublié durant une vingtaine d'années et c'est revenu un peu à la mode dans les années 90 avec surtout des méthodes très faciles où on mettait une queue de cochon dans le thrombus et on faisait que la tourner sur place. Ça fragmentait le caillot et ça permettait effectivement de lever cette charge sur le ventricule droit et on injectait des fibrinolytiques derrière pour liser les caillots. Et puis, effectivement, il y a eu de plus en plus de matériel et d'études. Du coup, le cathéter de fibrinolyse in situ avec des sondes d'écho dedans pour fragmenter le caillot et permettre la diffusion et une meilleure pharmacodisponibilité du fibrinolytique dans le caillot. Ça, c'était en 2010. Et on a eu les cathéters de large calibre à partir de 2019. À savoir que les premiers cathéters, c'était pratiquement dans les années 2015, où c'est pratiquement maintenant ce que vous voyez dans les canules d'ECMO. C'est un cathéter qui a été développé par Angiodynamics, qui, pareil, faisait 20 à 24 French, mais qui était tellement rigide qu'il a fait des ruptures septales des ventricules et des morts sur table. Et du coup, maintenant, il n'est utilisé que pour des canules d'ECMO. Ils ont sorti cette année une version plus flexible et du coup, ils sont revenus sur le marché. Mais entre-temps, il a été oublié, lui. On a différentes techniques avec chacune sa limitation, du coup, pour la prise en charge. Ça, c'est le document de la Société américaine de radiologie. Qui effectivement, du coup, le cathéter de thrombolyse habituel, le cathéter avec l'écho, les cathéters de thrombectomie à petit calibre. Du coup, ça, c'est pratiquement ce qu'on a les pénumbras et ça, c'est les Inari. Du coup, en gros, cela, c'est une efficacité qui est plus progressive. Celui qui est avec de l'écho est un peu plus cher, mais plus efficace. Entre les cathéters de thrombectomie, du coup, lui, il est beaucoup moins, celui qui a petit calibre, il est beaucoup moins traumatique, il est beaucoup plus facile à manier.
mais moins efficaces sur l'aspiration, du coup des procédures un peu plus longues et moins efficaces au final. Alors que les larges sont une meilleure efficacité, voire même un seul passage parfois d'aspiration, mais pouvant être assez traumatique aussi. On va passer ça rapidement. Du coup, ça, c'est un cathéter de fibrinolyse classique. On va voir ce cathéter, effectivement, un cathéter tout petit de 5 French. Du coup, c'est même plus petit qu'un cathé jugulaire que vous mettez. Et au final, entre un petit marqueur ici et un autre qu'on voit mal sur je pense qu'il était par là, effectivement, il y a une infinité de trous millimétriques et qui vont faire, quand on met une sorte de mandrin qui va boucher le bout distal, qui vont faire que le fibrinolytique va sortir par tous ces petits trous. On va le placer pareil par abord veineux fémoral, souvent ou jugulaire, passer comme un cathé de Swan-Ganz, passer dans les artères pulmonaires et placer in situ dans le thrombus, au maximum dans le thrombus, sans le dépasser ni d'aval ni d'amont. Il y a plusieurs calibres, plusieurs tailles et qui seront adaptés à chacun. Celui qui est avec des ultrasons, ben, il a des petits transmetteurs d'ultrasons qui fonctionnent un peu comme la lithotricie et qui, eux, vont un peu craqueler le caillot pour permettre au fibrinolytique de passer plus facilement. C'est un peu plus difficile à gérer parce que le cathé doit être rattaché à toute cette machine qui va, elle, faire les ondes d'ultrasons. Du coup, le patient va être trimballé avec cette machine à côté de lui en plus. Les cathés de thrombectomie, ça c'est le pénumbra. C'est des cathés qui ressemblent, qui sont un peu sur le même principe de tous les cathés de thrombectomie. Ça veut dire un bout qui est en même temps flexible, mais qui est capable de supporter une grande pression négative. Parce que nous, moi, si on prend nos cathés habituels d'artériaux ou de phlébographie, si je mets une grande pression dessus, il se collabe le bout du cathé. Celui-là, il ne se collabe pas. C'est tout le but. C'est pour ça qu'il coûte la peau des fesses. Et voilà. Du coup, pratiquement un cathé Inari pour l'ouvrir avec tout son matériel, c'est 5000 balles. Un cathé Penumbra, c'est pratiquement 4000 balles avec tout le dispositif. Après, maintenant, il y a plein d'études médico-économiques sur le retentissement qui montrent qu'au final, en réduisant la morbimortalité, en réduisant le séjour en réa, au final, on rattrape ce coût. Et du coup, ce cathé, on va le faire rapprocher au contact du thrombus. On va utiliser ou non ce petit dispositif en plus. On va, au fait, tout début, essayer juste d'aspirer à pression négative. Mais souvent, les caillots qui sont un peu organisés, ils ont du mal à revenir, surtout si le cathé est de petit calibre. Comme cela, il fait 8 French. Du coup, on peut utiliser en plus ce qu'on appelle couramment en RI en France une olive. Effectivement, c'est une sorte de guide avec un renflement distal qui, on va bouger, j'ai une vidéo que je vais vous montrer. On va faire des allers-retours à 1 ou 2 centimètres seulement du cathé, pas plus loin pour essayer de ne pas fragmenter l'aval, pour fragiliser le caillot et le rendre plus éligible à la thrombectomie, tout en thromboaspirant. Ça, c'est le cathé Inari, du coup, qui est beaucoup plus gros. L'aspiration n'a pas besoin d'une sorte de générateur de pompe comme ça dans les pénumbras. C'est une grosse seringue avec une valve et ce cathé on peut utiliser avec lui une sorte de disque qui ressemble aux Implanzer que vous voyez dans les fermetures de foramen ovale ou qu'on met nous parfois dans des embolisations et qui, un peu dans le même esprit qu'une thrombectomie cérébrale, le stent retriever, si vous avez déjà vu, c'est une sorte de maillage qui va venir s'expandre dans le caillot, le fragiliser et après le ramener avec. On va le déployer dans le caillot et après reculer en thromboaspirant pour ramener le caillot. Un peu voilà, à cette figure. Ça, c'est le système qui revient sur le marché. Ça, c'est le système d'enjeu dynamique. Du coup, les petites questions qu'on se pose de nos jours, c'est est-ce qu'on fait avec ou sans fibrinolyse, un peu en mode, en pensant un peu comme la neuro. Souvent, un AVC qui vient pour une thrombectomie mécanique, il a déjà eu sa fibrinolyse. Et du coup, il y a cette question qui se pose, est-ce on prend ce risque ou pas? Ce n'est pas encore le cas, il n'y a pas d'études qui le valide, ça majeure les complications hémorragiques et il n'y a pas vraiment d'apport pronostic pour le moment.
Du coup, je vous montre ce patient. Effectivement, je vous mets les IPP, comme ça vous pouvez revoir aussi les dossiers de votre côté éventuellement. Une embolie pulmonaire massive mal tolérée dans un contexte d'endocardite. Du coup, on a le rapport VD sur VG ici qui est à plus, qui est à 1,2, qui n'est pas extrême, mais bon. On voit une petite, là sur cette reconstruction, une petite embolie là, pratiquement en segmentaire lobaire supérieur gauche, et une embolie qui est à cheval sur la branche principale droite. Du coup, le plus gros intérêt va être chez lui surtout d'aller enlever ce thrombie, pas l'autre. En fait, nous, toujours en y pensant, on ne va pas dire, puisqu'il n'y a pas vraiment de retentissement fonctionnel, c'est pas un stroke, c'est pas un AVC, c'est pas une inhabilité qui va sortir après. Du coup, surtout, on pense à la pression qu'il y a sur le ventricule droit. Et du coup, il faut enlever, surtout, il ne faut pas être maximaliste et aller enlever tout. Non, le plus important, c'est d'enlever la plupart de ce qui est en proximal. Et du coup, ça c'est l'artério initial. On va voir notre cathé en queue de cochon qui est là, avec pas de parenchymographie du tout dans le lobe supérieur. Je sais pas, c'est trop. Là, chez moi, ça apparaît beaucoup mieux que chez vous. Je sais pas si c'est la lumière ou. Parce que sinon, en fait, les figures, vous allez rien voir. Sinon, après. Ah, ouais, peut-être c'est un peu mieux. Sinon, on va voir ici. Et du coup, ça, c'est la thrombectomie après, où effectivement, on reprend le lobe supérieur droit, on perd un peu de lobe moyen, ce qui n'est pas grave, mais surtout, en comparant les deux, on a même un meilleur rehaussement en bas, et le lobe supérieur, on a une migration un peu distale, mais qui ne pose pas problème. Et effectivement, on a une réduction dans les suites du calibre de l'index de VD sur VG et qui est un peu notre endpoint. Ça, c'était de l'INARI. Effectivement, on a retiré tout ça. Vraiment, c'est impressionnant parce que le truc, c'est que nous qui avons surtout l'habitude des pénombras, souvent ça revient dans la pompe, on voit pas le caillot est fragmenté, on fait d'innombrables passages. Ce qu'on a l'impression avec Inari, c'est pas pour les vendre, c'est que vraiment on fait au maximum deux trois passages, on arrive au endpoint et on a souvent des sortes de saucisses qui sortent, c'est vraiment immense. Voilà. Un autre cas, là, c'est vraiment l'embolie pulmonaire massive. Du coup, avec une embolie à cheval sur la branche principale, sur le tronc artériel pulmonaire. L'artério initial qui montre déjà ici sur le premier passage tout ce thrombus, vous ne voyez pas trop, si vous voulez, vous pouvez venir voir ici. Parce que là, c'est vraiment différent. On voit le thrombus à cheval, le lobe supérieur droit qui n'est vraiment pas du tout opacifié, le lobe inférieur gauche non plus, et avec le contrôle par la suite, une réopacification du lobe supérieur, une reprise pratiquement complète du lobe inférieur gauche. Et effectivement, on avait retiré tout ça vraiment en un seul passage. Ça, à droite, on avait l'impression que c'était vraiment, malgré la taille de ce qu'on voyait au scanner, souvent quand le thrombus est organisé, quoi que vous mettiez, ça ne reviendra pas. En fait, ça adhère tellement aux parois. On a beau faire des passages, utiliser les disques, tout ça, ça ne reviendra pas. C'est pour ça que c'est essentiel, votre part dans cette histoire, parce qu'on est un peu quand même dans le temps. C'est vrai qu'il n'y a pas de disabilité derrière. C'est vrai que le patient ne sera pas paraplégique ou autre. Mais au final, si on veut vraiment le débarrasser de ce risque et de tout, il faut vraiment agir dans la rapidité. On n'est pas dans l'heure qui suit, mais au moins dans les 12 heures, il faut qu'il ait sa thrombectomie. Ça, c'est, je pense, le maximum. Pareil, du coup, un autre cas avec surtout, comme on voit, une embolie qui est plutôt du côté gauche. Et là, on va ouais, du côté gauche, on va voir l'artério qui montre pas de parenchymo pratiquement à droite, pas du défect en base gauche. Et là, effectivement, on va utiliser l'Inari avec les disques.
Là, ce que vous voyez, les petits renflements comme ça, c'est le disque qui va se déployer dans le thrombus. Et effectivement, on va restituer toute la circulation du lobe inférieur, toute la circulation du lobe supérieur, comparé à ça, pratiquement, c'est tout à fait... voilà, exactement. Encore un autre cas, je pense que là, c'était pour vous montrer le dispositif Penumbra, effectivement. Vous voyez là, ce petit truc, ça c'est l'olive qui sort et qui on va faire des allers-retours rapides pour effectivement fragmenter le caillot tout en aspirant dans le thrombus. Et effectivement, du coup, on avait une imagerie initiale qui ressemblait à ça, avec ce défect ici qui est le thrombus principal et l'imagerie d'après qui remontre une reperméabilisation du lobe inférieur droit. Voilà. Pour la thrombectomie mécanique, c'est pratiquement tout. J'ai une suite avec des filtres caves si ça vous intéresse. Sinon, on passe aux questions concernant les thrombectomies mécaniques si vous en avez, ou les dispositifs de. On utilise rarement la fibrinolyse in situ à Mont-d'Or, je ne sais pas pourquoi. Mais ça peut être un moyen assez, disons, efficace quand il n'y a pas de contre-indication chez des patients à haut risque intermédiaire qui peuvent tolérer du coup d'attendre. On avait fait l'algorithme là récemment, je ne sais pas si vous l'aviez vu, je pense que vos chefs l'ont, je ne l'ai pas mis dans mon topo, mais qui un peu va séparer la prise en charge en surtout pratiquement les hauts risques. Il va avoir s'il n'y a pas de contre-indication à la fibrinolyse, il va avoir sa fibrinolyse et surtout une évaluation à 2 heures. Si à 2 heures, vous n'avez pas une évolution qui est favorable, on passe à la thrombectomie mécanique pour aider la fibrinolyse. Alors que les hauts risques intermédiaires, on va pouvoir tolérer un contrôle à 12 heures sous anticoagulation efficace à ce moment-là parce qu'il n'y a pas d'indication à une fibrinolyse. Et si on ne peut pas anticoaguler les hauts risques intermédiaires, cela passe directement à la thrombectomie mécanique. Et un patient qui est grave, Oui, qui est instable, ouais. s'il a accès à la thrombectomie très rapidement, Oui. est-ce qu'il ne faudrait pas se passer de la thrombolyse? Pour le moment, les études ne le valident pas. D'accord. Les études ne disent pas si oui ou non, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose. Parce que vu le risque qu'on peut entreprendre, genre, je vous avoue qu'on a par exemple fait, c'était une fibrinolyse de membre inférieur, rien à voir, mais c'est un peu au final la même chose. En plus, c'est de la fibrinolyse in situ. La patiente, le lendemain, on appelle nous, parce qu'on n'a pas souvent, c'est pas nous qui la surveillons, on appelle la salle de réveil. Au fait, la patiente ne savait pas, et personne ne savait qu'elle avait une tumeur cérébrale. Elle a saigné, elle a fait l'engagement, elle est décédée. Voilà. Du coup, il y a des choses, parfois, les patients, ils viennent pour une présentation aiguë, qui n'ont pas une présentation, qui ont aucun dossier à Mont-d'Or, où on ne va pas faire un scan TAP chez tout patient pour le savoir. Et c'est des choses qui arrivent. Du coup, les thrombectomies mécaniques, c'est un peu, ça va monter encore plus. C'est un peu comme la thrombectomie dans le stroke. Au final, ça a pris sa place progressivement avec des études de plus en plus solides. Et maintenant, c'est devenu la référence pratiquement. Lorsqu'il y a un thrombus jugé atteignable par un cathé et aspirable, ben, il faut le faire. Voilà. Et une question qui a rien à voir avec la thrombectomie, c'est avec des filtres caves, un patient qui est anticoagulant curatif pour une embolie pulmonaire. Ouais. Et on fait un échodoppler des membres inférieurs, on retrouve des phlébites. Il y a Ouais. l'intérêt à poser un filtre cave à ce moment-là ou pas? Il a déjà l'embolie pulmonaire, Ouais. il est anticoagulé et il tolère l'anticoagulation. Ouais. A priori, non. C'est une discussion qu'on avait. Parce qu'au fait, j'ai oublié de le ramener, le filtre cave, je ne sais pas si vous en avez déjà vu devant vous, c'est pas un filtre. Ah bah oui, c'est un truc, ça c'est des anciens. C'est un truc qui laisserait passer une embolie même de genre 1 centimètre, hein. C'est un truc qui est censé seulement empêcher des embolies pulmonaires massives. Et du coup, les indications sont vraiment maintenant débattues. Parce que en lui-même, déjà, surtout dans le post-op, c'est des patients qui vont être alités. euh, il y a une relative stase veineuse. En plus, lui, il vient perturber le flux dans la veine cave inférieure. Il y a des gens qui se demandent vraiment, est-ce que lui, il ne provoque pas la thrombose? Peut-être pas une embolie pulmonaire, mais il peut provoquer la thrombose. On a eu un patient de Dimitri Vordos, depuis, je pense, l'été ou l'été passé, une cystectomie. Petite phlébite, voilà, on pose le filtre cave.
Tout le monde est content, ils font l'opération. Après, tu as une thrombose qui remonte jusqu'à la veine cave, vraiment accrochée au filtre cave. Mais là, on peut rien dire parce qu'au final, est-ce que c'était une embolie pulmonaire massive que lui, il a bloqué ou au contraire, c'est lui qui a provoqué la thrombose? On ne le sait pas. Mais voilà, c'est pour ça que les indications des filtres caves, c'est vraiment quelque chose qu'il faut peser parce que le retrait d'un filtre cave n'est pas aussi facile que sa pose. Sa pose, c'est vraiment l'interne qui le fait. C'est tout bête. On peut pratiquement le faire sur un ampli de bloc. C'est pas quelque chose qui a besoin de plus que ça. Mais le retrait, c'est plus compliqué. En plus, vraiment, c'est pas un filtre au vrai sens du terme. Et au final, il y a des choses qui se passent qu'on ne sait pas trop comment, l'hémodynamique qui se passe dans la veine cave, on ne sait pas trop vraiment qu'est-ce que ça fait. Et du coup, la société américaine est beaucoup plus réticente à poser des filtres caves qu'en Europe. Quand on voit vraiment, parce que là-bas, je pense que c'est plus ce qui se passe en mode poursuite judiciaire facile des médecins, etc., qu'on est vraiment très limité avec des indications très carrées sur les pauses ou pas de pause. Et dès que qu'on sort, on ne fait pas. Voilà. Voilà. Des questions? Je ne sais pas si sur Teams, il y a quelqu'un. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à toi, Youssef. Voilà. C'est un cours très pratico-pratique, c'est ce qu'il Ouais, faut voilà. pour C'est le but. la prise en charge de tous les jours. Exactement. Bon, Toi, tu préfères faire, vous préférez les gros calibres pour aller chercher. oui. En fait, on a l'impression surtout qu'avec les petits calibres, on passe beaucoup plus de temps pour, au final, ne pas trop rendre pas souvent rendre service. Alors que les autres, vraiment, on a une amélioration pratiquement sur table. Même le réanimateur est là, il me dit, on diminue, j'ai de meilleures pressions, l'ECMO, je diminue la noradrée. Hmm. Alors qu'avec le pénombra, on a l'impression un peu de trifouiller un peu partout. T'enlèves pas tout, quoi. Voilà. Et oui, mais du coup, tu peux avoir plus d'effets, de risques liés au. Voilà. Pour le moment, bon, on n'en fait pas tellement. Je dirais qu'on en a fait en moyenne un par mois sur les 2 années qui sont passées avec Inari. On n'en a pas vraiment eu de complications en mode de traumatique sur les artères pulmonaires, alors qu'on a eu des collègues, il y a des groupes de discussion de cas sur toute la France qui ont eu ça sur les premiers cas qu'ils ont fait et qui sont assez refroidis sur l'utilisation de CKT. Mais au final, c'est des complications. Soit on les voit directement sur table, sur l'angiographie et qu'on traite, et qu'au final, ça passe sans rien. Mais ça peut être au scan de 24 heures avec un gros fossa, Ouais. voilà. Comme aussi, ça peut être un gros choc hémorragique. Voilà. Voilà, Pas de questions? Ok. Bah, merci beaucoup à toi, Youssef. super. Je vous garde le fichier si Ouais, vous le parfait. voulez. Euh, J'arrête le partage. Ouais. Je sais pas comment on arrête l'enregistrement. T'inquiète, je vais le fermer. Euh, Ouais, c'est euh,